cas. D'accord. Alors, pour te rappeler un petit peu le thème du jour, c'était est-ce qu'une passion quand on est jeune, Oui. est-ce que c'est une perte de temps ou une formation solide pour sa vie d'adulte? Alors, est-ce que tu pourrais, avec les expériences qui viennent de nous être transmises par des jeunes qui sont au cœur de cette question, est-ce que toi, tu pourrais nous apporter une touche un peu plus professionnelle et nous donner ton avis? Alors, Par contre, si tu pouvais d'abord te présenter dans un premier temps. Dans un premier temps, je vous expliquer un peu ce que tu fais. C'est ce que j'allais faire, effectivement. Donc moi, je suis maintenant coach depuis un petit peu plus de 3 ans. Je suis arrivée à ce métier pas par hasard, parce que d'une part, je crois pas du tout au hasard. Je crois juste que la vie est un long chemin et que on progresse petit à petit dessus et qu'on mature. Moi, en fait, pendant toute mon enfance, un peu comme Damien et Jade, j'ai fait énormément de tennis en haute compétition. J'ai fait le conservatoire de musique. Donc, j'avais des passions et comme je suis une femme passionnée, j'ai pas fait les choses à moitié. Bien évidemment, j'ai aussi, comme Damien et Jade, rencontré des difficultés qui m'ont pas forcément, comment dire, aidé scolairement. Vous m'avez entendu là? Oui. Ouais, c'est bon. Donc ça a créé un petit peu de frustration. Mais c'est de cette frustration est né le challenge, l'envie voilà, de continuer. Et aujourd'hui, si je suis coach, c'est un petit peu parce que justement, j'ai fédéré tous ces talents pour aujourd'hui en fait pouvoir transmettre et donner envie aux gens de continuer à progresser sur leur chemin. Voilà, c'est ça un coach, hein, c'est prendre une personne à un moment T et l'emmener vers ses objectifs, les objectifs qu'il s'est fixés lui-même. Voilà. Donc, je suis coach en neuromanagement, tout ce qui concerne le cognitif et en développement personnel. Alors, vous allez me dire, le cognitif, c'est quoi? C'est un peu une science et ça permet surtout, en fait, de comprendre quels sont nos propres talents. Je vais être très simple parce que on peut vite tomber dans le technique et c'est pas le but du jeu. Mais en fait, on a tous un cerveau, on est tous câblés, on a tous 11 intelligences, 10 plus 1. Ces 11 intelligences, en fait, nous permettent de progresser, de développer, en fait, des talents. Voilà. On l'a vu, Damien et Jade, en fait, ont à la base, ils ont des parents qui les ont mis sur une voie qui est celle du tennis, parce qu'on est dans le domaine du tennis entre nous. Mais il pourrait y avoir d'autres enfants en fait qui développent une partie plus artistique ou une partie plus kinesthésique. Des enfants qui aiment par exemple cuisiner, qui aiment bricoler, qui aiment utiliser leurs mains. Voilà, par exemple. D'autres enfants qui vont être beaucoup plus visuels, qui vont être attirés par la photographie, par exemple. Donc, en fait, nos 10 talents, nos 10 intelligences nous permettent de développer comme ça des savoir-faire. Je dis ça parce que ça peut aussi permettre à certains parents de relativiser pour des enfants qui scolairement ne réussissent pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système scolaire qui, entre guillemets, s'acharne un petit peu à développer tout l'aspect logique mathématique. On est dans une France qui est très logique mathématique. On aime les gens qui raisonnent, qui sont organisés, qui sont très chartés. Et les autres, en fait, sont parfois laissés un petit peu pour compte, alors qu'ils ont des talents. Et que si on leur fait faire des activités, ben, ils peuvent se révéler excellents. Donc, il ne faut pas avoir peur, avec certains enfants, de faire comme une espèce de bilan de compétences, d'aller repérer en fait les talents de chacun pour les aider à se développer dans un domaine et un autre. Parce que pour répondre à ta question, à votre question, c'est tout à fait positif de développer une passion en parallèle du système scolaire. Jade l'a très bien
et Damien aussi d'ailleurs, ils l'ont chacun très bien expliqué, tout ce que ça leur a apporté dans leur vie. Alors sur le moment, quand ils sont dans le bain, c'est plutôt ressenti comme un effort, hein, c'est plutôt ressenti comme de la contrainte. Mais au fil du temps, quand on arrive à prendre du recul sur les choses, eh bien, ça devient un plus, ça devient des valeurs, ça devient un état d'esprit. Hein. Il transpire cet état d'esprit et c'est ça, en fait, qu'il faut valoriser. Oui. D'ailleurs, effectivement, ils nous l'ont bien expliqué tous les deux, Oui. parce que les valeurs du sport, on doit se bagarrer tous les jours, on doit essayer de se dépasser, et que Damien, qui n'avait pas la voie royale, il était obligé de se battre, et puis il a appris ça avec le sport. C'est ça. Et puis Jade, qui a développé ce côté compétition, elle l'a encore gardé quand elle était aussi dans ses concours. C'est ça, donc, exactement. Et aujourd'hui, sur le marché du travail, si on veut regarder un petit peu le futur et la façon dont le marché du travail s'organise, c'est vrai qu'au niveau des DRH, quand ils vous font passer des entretiens et qu'ils regardent votre CV, ils ne regardent pas seulement quels ont été vos diplômes, vos expériences, vos stages, etc., donc vos savoir-faire, mais ils regardent aussi la personne que vous êtes. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est votre adaptabilité, c'est votre résistance au stress, c'est votre créativité, c'est votre relation aux autres. Voilà, c'est tout ça. C'est votre capacité aussi à vous relever d'un échec et à être résilient. Et tout ça, en fait, c'est vrai que on peut comprendre que Damien et Jade l'aient vécu en fait au travers de leur activité, ce qui n'est pas forcément le cas d'une personne qui ne le fera pas. Voilà. C'est là où c'est un enseignement qui est extrêmement riche. D'accord. Voilà. Moi, je crois beaucoup au fait que cette passion, en fait, elle vient d'abord nourrir un rêve. Ils l'ont dit chacun. En fait, oui. Le rêve, oui. C'est ce qui donne de l'énergie. Voilà. Même si c'est peut-être poussé au départ par un parent, ce rêve, en fait, ils ont à un moment donné tous eu envie de se dépasser et d'aller chercher un classement et d'aller chercher un niveau. Voilà. Donc, c'est aussi travailler sa confiance en soi et l'estime de soi. Donc ça, c'est très important dans une période justement de l'adolescence et d'un jeune adulte. La confiance en soi, c'est primordial. Voilà, c'est le socle. Et si on est parent et si on voit qu'on a un enfant qui justement a peur de sortir de sa zone de confort, a peur de prendre des initiatives, etc., eh bien, le mettre dans un domaine et dans une activité qui va être bien pour lui, dans laquelle il va se sentir à l'aise, eh bien, ça va lui permettre en fait d'avoir toute cette énergie à donner. Il va donner le meilleur. Donc ça, c'est important. Donc, pourtant, ce que tu dis est très important parce que surtout pendant la période d'adolescence, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de leur image et qui abandonnent leur activité, leur passion. En fait, ils ont du mal à faire face aux difficultés pendant cette période, comme si quand on avait 12 ans et qu'on était face à des difficultés, on n'était pas sensible. Et quand on arrive dans une période d'adolescence, si on n'a pas confiance en soi, on a tendance à arrêter et à passer à autre chose. Je ne sais pas si c'est à cause de la confiance en soi. Je pense que c'est peut-être la persévérance, le goût de l'effort, de se surpasser en fait dans l'effort qui fait qu'ils abandonnent. Alors peut-être qu'ils sont moins soutenus par les parents, peut-être qu'ils entendent aussi des choses qui sont pas forcément, qui les encouragent pas des masses. Peut-être qu'il y a un manque de reconnaissance, tout simplement de l'entourage. Donc c'est ça en fait qu'il faut ambiancer, enthousiasmer quand on a des enfants qui ont envie. Il faut les encourager, même si. Voilà. Donc, il faut les protéger, nos jeunes qu'on entraîne, il faut les protéger psychologiquement. Ah, mais complètement, complètement. Il faut de la reconnaissance. On a tous besoin de la reconnaissance pour avancer. C'est notre essence. Le regard des autres, surtout à cet âge-là, est très important.
Ils ont envie d'être valorisés, ils ont envie de compter, ce qui est totalement légitime. Et quand on parle justement de cette période d'adolescence un peu où, comme tu dis, c'est très important, la reconnaissance, la réussite, est-ce que tu penses qu'il y a une différence significative dans le fonctionnement d'un garçon et d'une fille? C'est une bonne question. Il y en a une forcément. Il y en a une forcément parce que les garçons comme les filles sont pas faits de la même façon. Après, ça va dépendre aussi du vécu. On dit souvent que les filles sont plus sérieuses et elles sont plus bosseuses que les garçons. Bon, je ne sais pas si c'est pas un cliché un peu, parce que les garçons quand ils sont motivés, ils peuvent aussi être tout à fait endurants. Mais sans doute que ils appréhendent pas les choses de la même façon. C'est possible, oui. Alors, moi, ce que je remarque un petit peu dans les entraînements, c'est que un garçon, il peut travailler dans le ludique, il a peut-être besoin du ludique pour travailler, alors qu'une fille a besoin que ce soit beaucoup plus structuré pour pouvoir travailler. Oui. Oui. Donc, et c'est pour ça qu'on pense que les garçons ne sont peut-être pas bosseurs, mais c'est parce qu'ils mettent une grande part de ludique dans leur activité de travail. Alors, je te rejoins complètement, Jeep. C'est vrai que moi, dans les profils que je rencontre, très souvent, il y a un profil qui revient, c'est le profil kinesthésique. Profil kinesthésique, c'est quelqu'un, une personne, en fait, qui ne tient pas en place. Vous aurez beaucoup de mal, en fait, à le faire tenir sur une chaise et à le faire concentrer, en fait, sur un sujet. Il a besoin de bouger pour apprendre et pour retenir en fait la connaissance que vous êtes en train de lui transmettre. C'est pour ça que souvent, les pauvres, ils sont souvent punis à l'école parce qu'ils laissent tomber leurs crayons, ils sont un peu tête en l'air, etc. Ils ont du mal à rester en place. Et ces profils-là, ils ont besoin de faire, de défaire pour comprendre et donner du sens à ce qu'ils font. Et c'est vrai que les profils kinesthésiques, on a beaucoup de garçons, plus que de filles. Qui ont ces profils-là, et c'est des profils très particuliers à qui on ne peut pas transmettre l'information comme à ceux qui sont plus auditifs ou plus visuels. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de entre guillemets de la feuille de match et de la feuille de réussite. Parce que du coup, quand on se met du côté un peu du coach, de celui qui va entraîner le garçon ou la fille, du coup, il va y avoir des différences de comportement à avoir avec l'un ou avec l'autre. Est-ce que, par exemple, avec une fille qui est en période d'adolescente, qui peut être un peu introvertie, qui peut avoir un peu l'image qu'on va avoir d'elle va avoir beaucoup d'importance, est-ce que tu penses que du coup, va falloir beaucoup plus l'encourager, beaucoup plus la mettre en confiance, alors qu'un garçon, par exemple, va falloir un peu lui rentrer dedans pour essayer de le garder concentré, le garder investi? Pauline, tu as complètement raison. La fille, en plus, par rapport au garçon, elle a un truc en plus, c'est les hormones. Et donc, en fait, quand une jeune fille devient une petite femme, eh bien, il faut qu'elle s'apprivoise. Elle apprivoise, en fait, le fait que les 28 jours, c'est 28 jours différents. Et donc, qu'elle apprivoise ses humeurs et qu'elle transmette, en fait, à son entraîneur ou son coach que un jour, elle va être super en forme, un autre, moins. Mais ça, c'est difficile pour elle de le communiquer parce qu'elle-même, elle le sait pas. Donc, c'est sans doute aussi de le communiquer à un entraîneur homme. Exactement. difficile pour un entraîneur homme de pouvoir comprendre l'entraînement des femmes, de comprendre le comportement des femmes à l'entraînement. C'est pour ça que l'entraîneur homme doit avoir beaucoup de féminin en lui et beaucoup d'empathie par rapport à ça, parce que les hormones, dans l'intelligence émotionnelle, c'est énorme chez une femme et ça ne le sera pas du tout chez un garçon. Le garçon, je dis pas qu'il va pas faire la gueule, mais il va être plus dans la bagarre. Voilà, il va être plus dans le concret, on va dire. Voilà. Une fille, elle a besoin, c'est une fleur. On a besoin de la prendre avec un petit peu plus de pincettes, un peu de douceur, un peu de philosophie, un peu d'humour aussi.
Donc, c'est vrai que l'approche n'est pas la même. Bon, avec un peu d'expérience quand tu es entraîneur, on commence à mieux savoir Oui, entraîner les filles. j'imagine. Par contre, la difficulté, c'est d'avoir des groupes mixtes pendant la période d'adolescence avec des garçons et des filles en période d'adolescence qui, bon, les garçons, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Il peut y avoir. Seulement, ils comprennent pas, mais ils veulent rien entendre là-dessus, quoi. Ouais, c'est là où ça peut être Ouais. compliqué. C'est le mixage des deux pendant l'adolescence. Mais le mixage est très important malgré tout, il est très enrichissant. Oui, il est très très enrichissant dans le sport. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'ailleurs de faire l'expérience que chacun puisse faire les portraits des autres. C'est-à-dire dresser le portrait de la personne qu'on a en face permet aussi d'apprendre à mieux le connaître, et celui qui reçoit son portrait, eh bien, quelque part, ça lui montre aussi peut-être ses qualités et ses défauts. Voilà. C'est un très bon exercice. Moi, c'est ce que je fais en entreprise, par exemple. Et surtout pour des jeunes qui sont un peu centrés sur eux-mêmes, le fait d'ouvrir et de se dire que ah bah tiens, lui aussi il a des sentiments, lui aussi parfois ça va pas trop. Exactement. Ouais, ça, là-dessus, on travaille l'empathie. Ça n'existe pas trop. Observer un petit peu l'humeur des autres pour pouvoir l'aider ou fonctionner ensemble, c'est pas trop ce qui se passe dans le tennis. Surtout, je pense que aussi pour les sportifs, en plus de ça, comme ils sont très focus sur eux-mêmes, sur leur sport, je pense que c'est encore plus intéressant pour eux de travailler justement l'empathie. De toutes les façons, c'est jamais perdu. Ce type d'expérience, c'est vraiment du bonus parce que ça leur permet justement de développer le rapport à l'autre. Ils seront de toutes les façons dans leur vie professionnelle confrontés à ça, et ils devront maîtriser cette relation-là avec les autres. Donc, c'est un point positif supplémentaire que de les amener à essayer de comprendre. Puis, je pense que dans le sport du tennis, mais aussi dans les autres sports, je suis certaine qu'un compétiteur qui arrive sur le court connaît son adversaire, a déjà une fiche sur les points positifs, ses failles, tout. Il a déjà, bien évidemment, analysé le jeu de l'autre pour que pendant le match, il n'ait pas à réfléchir, mais il joue le jeu et la stratégie qu'il a mis en place. Ouais. Donc, c'est aussi les amener à se poser des questions sur l'autre, développer chez eux leur faculté d'observation. Très important, très très important. Ça, c'est du positif. Cécile, en tous les cas, tu m'as aidé beaucoup pour essayer de comprendre que pour qu'un groupe marche, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à connaître la personnalité de l'autre. Et une fois qu'on a réussi à installer une bonne ambiance, on est sûr que le groupe va bien tourner, qu'il y aura une bonne collaboration, et qu'il y aura beaucoup de progrès, et qu'on arrivera certainement plus facilement à obtenir nos objectifs. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Et aussi ne pas délaisser un enfant quand on voit qu'il n'est pas performant dans ce qu'il est en train de faire. Ça, c'était intéressant ce que tu as dit. Oui. Qu'on a tous des talents, il faut essayer un peu de les chercher, de les trouver, et il ne faut pas blâmer quelqu'un qui n'est pas en train d'avoir, qui n'est pas concentré ou qui n'a pas la meilleure attitude. Il faut toujours essayer de comprendre et de chercher. Quand un enfant a un comportement, ça vient forcément de quelque part. C'est pas, il le fait pas par rapport à l'adulte. Voilà, il n'est pas dans ce schéma-là, l'enfant. D'accord. Et tu parles des enfants jusqu'à quel âge pour ce comportement-là? On va dire jusqu'à l'adolescence, 13-14 ans. D'accord. Après, ils rentrent quand même, ils ont envie de se détacher un peu du modèle parental et de couper et d'être un petit peu dans la rupture pour se construire eux-mêmes. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de rejeter les parents pour apprendre à reformater leur cerveau comme ils ont envie de se reformater, avoir leur ADN en fait. Mais jusqu'à 12-13 ans, ils vont pas le faire intentionnellement. Voilà, ils le font parce que c'est des tripes, parce que c'est de l'émotion, parce que voilà, ils font pas forcément exprès. D'accord. Voilà. Cécile, je te remercie beaucoup, mais merci à vous. On arrive à la fin on risque de perdre la connexion. Oui.
Écoute, je souhaite que tu puisses intervenir encore dans des prochains lives parce que Avec tu es plaisir. très, très intéressante. Donc, je ne sais pas si tu t'es présentée et si on sait te retrouver, mais Non, mais je vais faire en